les acteurs très fortement et sur tout l'ensemble du pourtour de l'étang. Et voilà, qui on porte maintenant depuis 3 ans. Et il était apparu qu'il était, important aussi d'avoir des moments un peu avec, des focus sur certaines actions. Donc, aujourd'hui, c'est dans ce cadre qu'on propose ce webinaire. Donc, on avait 52 participants inscrits, ça va arriver, j'imagine. Alors, ce sont soit des acteurs du territoire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, souhaitent s'informer sur un point précis, soit des citoyens. Donc, dans ce webinaire, on a les deux là. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien d'apporter un éclairage sur un point précis par un expert ou un professionnel sur un sujet précis. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est tous les derniers mardis du mois hors vacances scolaires. Et donc, aujourd'hui, le sujet qui avait été souhaité, c'était celui des torches. Juste un tout petit point aussi pratique, c'est qu'en termes de thématique des différents cafés-réponses, on change et c'est à tour de rôle, État, collectivité industrielle, etc., etc. Voilà. Le format, il se veut volontairement court parce qu'on est sur un sujet précis avec une personne et une assistance. Donc, 20 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses à peu près. Enfin, dernier point, c'est que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur la chaîne des SPI France YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on fait un focus sur les torches. Et je vais laisser la parole à Marc Bayard, qui est le président d'Environnement Industrie, pour nous faire cette présentation. Merci Gwenaëlle. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'objectif, c'est de présenter une clé pour comprendre sur les torches, sachant que ce que je vais vous présenter, ce que je vais vous dire, est déjà entièrement disponible sur le site du dispositif Réponse, où vous trouverez les documents, même la petite vidéo qu'on va vous passer tout de suite. Alors l'intérêt du Café Réponse, c'est qu'on peut avoir une interactivité. Lire des documents, c'est intéressant, c'est parfois fastidieux. Écouter, voilà, lors d'un webinaire et de pouvoir interagir, c'est ça qui est intéressant. Donc, comme l'a dit Gwenaëlle, je vais essayer de me limiter à 20 minutes pour qu'on ait justement un temps d'échange et que je puisse répondre à toutes vos questions. Donc, on va commencer par vous passer la vidéo donc, qui est disponible aussi sur le site Dispositif Réponse, qui a été faite par l'un de nos adhérents, donc un industriel de la zone Fos-Étang-de-Berre, et qui reprend en fait les principes généraux de qu'est-ce que c'est qu'une torche, qu'est-ce que c'est qu'un système torche. Et puis on reviendra un petit peu plus après dans d'autres détails. Donc, tu peux lancer la vidéo, Charlotte. Savez-vous quel est le point commun entre un vêtement imperméable, un véhicule électrique, un masque chirurgical et plus globalement de nombreux objets indispensables du quotidien? Ils contiennent tous un matériau polymère essentiel à sa fabrication. Ces matériaux, au nom scientifique, sont issus de formulations brevetées et se fabriquent dans une de nos usines, parmi d'autres solutions de notre quotidien, telles que les biocarburants, des excipients pour médicaments ou encore le recyclage des plastiques. Ces immenses sites industriels, soumis à la réglementation en vigueur, impressionnent par leur technicité, leur taille, les nombreuses équipes qui y travaillent et aussi par un élément essentiel de leur sécurité, la torche. Cette immense cheminée, parfois surmontée d'une flamme, à quoi sert-elle? Imaginez l'usine comme une cocotte minute. Lorsque la pression devient forte, la soupape permet d'éviter un accident domestique et contribue à préparer un bon dîner. Dispositif de mise en sécurité des personnes et des installations, elle peut être utilisée selon une procédure réglementaire, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt d'une unité de production, ou bien lors d'un dysfonctionnement au sein des installations. Elle permet de collecter les gaz qui doivent être évacués des installations avant de les brûler en toute sécurité, en combinaison avec de la vapeur, et ainsi générer principalement du dioxyde de carbone, CO2 et de l'eau. Selon l'origine de son recours, sa durée d'utilisation peut être variable. Les équipes du site n'y recourent qu'en cas de nécessité. Lorsque la combustion est dite complète, la flamme est orange. Dans de rares cas, si peu de vapeur est disponible, la combustion peut être incomplète. De la suie peut se former, et un panache noir peut être visible.
À chaque utilisation, les équipes d'opération veillent le plus possible à éviter ce cas de figure. Enfin, les éventuelles émissions sont suivies dans le cadre d'une déclaration systématique auprès des autorités qui s'assurent du respect de la conformité définie au sein du permis d'exploiter qu'elles délivrent aux entreprises. La qualité de l'air est quant à elle suivie en permanence par des organismes indépendants équipés de capteurs d'analyse de l'air en continu, et les exploitants de sites industriels sont en lien constant avec les populations locales afin d'assurer un niveau d'ouverture et d'échange tout au long de l'année par différents moyens. Nous nous tenons à l'écoute de nos riverains et sommes à leur disposition pour tout échange. Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos riverains, la fiabilité de nos installations, ainsi que la protection de l'environnement. Voilà, donc on va revenir sur un certain nombre d'éléments un petit peu plus dans le détail. Je vais prendre la main, Shirley, et vous allez me dire si la présentation est visible. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pas encore. Vous voyez rien là? Non. Ah. Donc, je suis... Ah oui, d'accord. Il faut peut-être que je le prenne de là. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Ça y est, c'est bon. D'accord. OK. Donc, je passe en mode présentation, donc c'est bon? Parfait. Je peux y aller? Tout à fait. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, vous avez effectivement au centre une torche telle qu'on souhaite la voir, c'est-à-dire sans panache de fumée. À gauche, vous voyez effectivement le cas où la flamme est beaucoup plus importante. On voit donc la dimension, la flamme est très importante. Il y a beaucoup plus d'arrivée de gaz beaucoup plus importante et les capacités de brûlage sont, je dirais, dans de bonnes conditions, sont dépassées. Donc on a un panache de fumée noire. Donc la torche, c'est à droite, c'est un fût qui est tenu par des haubans qui peut être relativement haut, de l'ordre de 50-60 mètres pour les plus petites, mais ça peut aller jusqu'à 120 voire 140 mètres pour les plus hautes. Et donc ça permet d'évacuer, plus on évacue en hauteur, plus on disperse et on a moins d'impact au niveau du sol lorsqu'il y a des retombées. Et on parle du nez de torche. Le nez de torche, donc ce qu'on voit sur la photo du centre, c'est en fait un gros brûleur. On brûle le gaz. Voilà, donc quelques éléments qu'il est bon de savoir. D'abord, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un élément de sécurité qui est essentiel au bon fonctionnement des sites industriels. Alors ça concerne un certain nombre de types d'industries, les raffineries de pétrole évidemment, des sites pétrochimiques ou chimiques, des sites gaziers qui manipulent du gaz, mais aussi la sidérurgie. Alors on parlait plutôt de chandelle, mais en fait c'est un petit peu le même principe. Quand on a dans certaines situations du gaz en excédent qui est émis à l'atmosphère, c'est le même principe que les torches, sauf que dans le passé, ces chandelles ne brûlaient pas, mais depuis cette année, donc ArcelorMittal, pour ne pas les citer, donc c'est équipé et ça fonctionne comme des torches en fait, et on brûle le gaz. Donc l'objectif, c'est de brûler le gaz en excès et ça permet de réduire l'impact santé-environnement puisque du gaz non brûlé, c'est effectivement toxique. Une fois qu'il est brûlé, s'il est brûlé dans de bonnes conditions, on réduit énormément l'impact. Alors justement, la qualité de combustion, c'est un élément essentiel. Et si on arrive à avoir un bon équilibre entre gaz et vapeur injectée, on a une combustion complète. Alors pourquoi vous me direz qu'on injecte de la vapeur? Ben ça, c'est une technologie qui est tout à fait courante en termes de brûlage d'hydrocarbures, que ce soit des hydrocarbures liquides ou du gaz. Si on arrive à mettre beaucoup de turbulences qui fait en sorte que les molécules d'hydrocarbures se mélangent bien avec l'oxygène de l'air, on a une combustion qui est complète et donc on n'a pas de production de fumée. Et dans le cas idéal, ça veut dire qu'on a la conversion complète
des hydrocarbures en CO2 et en H2O, en vapeur d'eau. Donc on est satisfait. Maintenant, si il n'y a pas suffisamment de vapeur, que l'afflux de gaz est trop important par rapport au dimensionnement général de ce nez de torche, on aura une combustion incomplète et on aura un panache de fumée. Et donc, si on a un panache de fumée, ça veut dire qu'on a des hydrocarbures résiduels non brûlés. On a du CO non converti, du monoxyde de carbone, on n'est pas entièrement converti en CO2, et on peut avoir d'autres éléments comme de la suie, donc du carbone suie, ou d'autres éléments contenus dans les gaz initiaux qui se présentent. Donc c'est une situation qu'on essaie évidemment d'éviter, qui n'est pas satisfaisante. Et l'enjeu général de ces émissions de gaz à la torche, c'est évidemment la qualité de l'air, hein, la première préoccupation. Mais pour l'industriel, il faut savoir que tout ce qui est émis à la torche, brûlé et perdu, c'est une perte. Donc c'est une perte de produit. Parce que ce qui arrive là, finalement, c'est de la production quelque part. Et si on est obligé de l'envoyer à la torche, c'est pas forcément satisfaisant, mais compte tenu du dispositif, du procédé, c'est parfois inévitable. Donc on a une perte de produit, voire une perte de combustible, puisque on essaye aussi de récupérer l'ensemble des gaz qui sont utilisés comme combustible, générateur d'énergie pour les différents procédés donc, du site industriel. Et puis le troisième enjeu, évidemment, c'est la perception et l'image que ça donne. Bien que les conséquences en termes d'impact environnemental et d'impact santé sont alors minimes, c'est toujours, je ne cherche pas à minimiser, mais il y a un chiffre qui a été publié par Atmosud qui dit que l'impact environnemental, je dirais, des torches, c'est à peu près, c'est moins de 10% de l'impact général des sites. Donc, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de majeur. Par contre, la perception est énorme. C'est-à-dire que dès qu'on voit une torche, une grosse flamme ou une torche qui fume, effectivement, c'est très visible et c'est très impactant et ça peut faire peur, hein. Donc, d'où l'intérêt aussi d'expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Mais réduire ces émissions à la torche, donc c'est dans l'intérêt de tous, y compris l'industriel. Il ne faut pas croire qu'ils s'amusent, entre guillemets, ou voilà, c'est vraiment une situation qu'ils cherchent à éviter. Alors, ils cherchent à éviter, ils cherchent à réduire les émissions à la torche. On va considérer deux situations complètement distinctes, l'exploitation normale et en cas d'incident. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien les technologies, un cas d'école, hein, donc qui montre dans quelle situation on peut être amené à évacuer du gaz vers la torche. Donc il y avait dans le petit film l'explication de la cocotte minute. En fait, sur les sites, on n'a pas des cocottes minutes, mais on a des colonnes de distillation. Donc il y a une charge qui est à distiller, on la chauffe, donc au fond de la colonne, on a un rebouilleur qui permet de chauffer et d'évaporer les fractions les plus légères, qui se retrouvent sous forme gazeuse en tête. Et en tête, on a un réfrigérant. Dans certains cas, on peut avoir un compresseur, donc, mais c'est le même principe. L'objectif, c'est de recomprimer ou de reliquéfier donc, la partie qui est vaporisée en tête et récupérer ce qu'on appelle le distillat. Alors, il se trouve que dans des périodes transitoires de démarrage ou d'arrêt, il est inévitable, selon le procédé, d'avoir des instabilités. Et toute instabilité, donc tout afflux de gaz excédentaire, doit aller à la torche. Donc, on a une possibilité d'évacuer la torche à ce moment-là. Et en cas d'incident, donc l'incident, ça peut être, si on a un compresseur, une panne de compresseur. Si on a un réfrigérant, ça peut être des températures très élevées en été ou une phase transitoire de réglage, un manque de réfrigérant, etc. Donc, qui fait qu'on a un afflux de gaz là aussi et qu'on doit évacuer vers la torche. Donc, voilà expliqué un petit peu simplement, mais donc sur un procédé, comment ça peut se passer. On va voir l'exploitation normale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'exploitation normale? En fait, on peut avoir des phases transitoires d'exploitation normale. Une phase transitoire, c'est quand on change le réglage, on va changer la qualité des produits, ou la qualité, les types de charges, donc on peut avoir des phases transitoires. Et en phase transitoire, on a des instabilités, on peut être amené donc à évacuer les gaz vers la torche.
Et on a toutes les phases d'arrêt, de démarrage d'installation, où là aussi, on peut passer par des phases temporaires, transitoires, d'instabilité, qui font que l'émission vers la torche est inévitable. On a aussi en exploitation normale ce qu'on appelle les opérations particulières, et de manière courante, c'est tout ce que l'on fait, donc ce qu'on appelle des mises à disposition d'équipements ou de parties d'installation pour faire de la maintenance. C'est-à-dire qu'on va arrêter non pas toute l'installation, mais juste un équipement. Et lorsqu'on l'arrête, en fait, on l'isole du reste du procédé et on doit évacuer tous les hydrocarbures, tous les gaz qui se trouvent à l'intérieur. Alors on essaye d'en récupérer le maximum voilà, vers des stockages, vers le procédé ou pour la génération d'énergie. Mais à la fin, quand il n'y a plus du tout de pression, on est bien obligé de pousser ce qui reste vers la torche. Donc on a des émissions à la torche à ce moment-là. On le voit souvent d'ailleurs sur Allo Industrie, des messages qui disent pour les préparations de maintenance, on peut avoir des émissions vers la torche. Alors, on peut les avoir parce qu'on cherche aussi à les réduire. Donc les solutions pour les réduire, c'est sur les séquences d'arrêt-démarrage, c'est les réétudier pour minimiser, revoir éventuellement les séquences de façon à minimiser ces recours à la torche. C'est étudier les différentes procédures transitoires, de changement de réglage, etc. Les optimiser, prendre peut-être plus de temps pour limiter ces émissions à la torche. Donc ça permet aussi de limiter les pertes, hein. Donc c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, l'industriel cherche à limiter ses pertes. Et puis de façon générale, faire la chasse aux pertes, hein. Donc on peut avoir des soupapes plus ou moins défectueuses, alors pas franchement défectueuses, mais avec des petites fuites qui sont difficiles à détecter. Donc on peut faire aussi des campagnes de chasse aux pertes pour éviter d'avoir ces émissions de gaz. Et puis, la plupart des sites aujourd'hui sont équipés, donc ont investi dans des dispositifs de recyclage. Donc, on récupère un maximum de ce qui est émis sur le réseau torche, grâce à une garde hydraulique, par exemple, et un compresseur qui reprend ces gaz et qui les renvoie vers le procédé ou vers la production de chaleur. Donc ça, c'était pour l'exploitation normale. Et en cas d'incident, alors les incidents, c'est quoi? Je parlais tout à l'heure de déréglage temporaire, hein. Donc si on a des montées rapides de température extérieure, le temps que le procédé réagisse, etc., on peut avoir, si on n'a pas bien anticipé ou si les dispositifs de réglage ne sont pas adaptés, on peut avoir effectivement des émissions vers la torche temporaire. On a la panne de matériel, donc c'est le cas du compresseur de gaz de tête d'une colonne de distillation, donc qui peut tomber en panne, hein, ou qui peut avoir des sécurités très sensibles. Donc c'est du matériel qui est très coûteux, qui est très fragile, qui peut être très fragile, et donc il est protégé. On peut avoir malheureusement aussi des arrêts intempestifs, et le temps que ça redémarre, bah, on a des émissions à la torche. Mais on a aussi le cas d'incidents majeurs, hein. Donc ce qu'on appelle incident majeur, c'est une coupure générale d'électricité, par exemple, sur le site. Et donc là, alors ce cas de figure est prévu dans les procédures d'urgence, d'arrêt d'urgence, et on a la priorité, c'est la mise en sécurité des installations. Et pour mettre en sécurité, on doit aussi décomprimer l'ensemble du procédé. Il y a une certaine inertie, hein, on ne peut pas arrêter l'électricité, elle s'arrête à l'instant T, mais il y a une certaine inertie des procédés qui continuent de produire du gaz. Et si on n'est plus capable de le reprendre, de le comprimer, de le refroidir, eh bien, on est obligé de les mettre à la torche. Voilà. Et ces incidents majeurs peuvent provoquer des émissions importantes, par afflux important de gaz. Alors les solutions, de façon générale, c'est d'abord l'amélioration technologique du nez de torche, donc ce gros brûleur qui peut, voilà, être dimensionné pour être capable d'absorber plus de quantité. La problématique, c'est que ce nez de torche, il doit être capable d'absorber des petites quantités comme des très grosses quantités en très peu de temps. Donc c'est pas aussi simple que ça. Donc il y a souvent des progrès qui sont faits, pratiquement à chaque grand arrêt des installations, il y a des nouveaux nez de torche qui sont installés. Donc c'est assez fréquent, c'est une technologie qui évolue. On travaille aussi sur le bruit, parce que notre problématique, c'est quand on injecte de la vapeur pour améliorer la combustion, bah, ça fait du bruit. Donc il faut aussi travailler là-dessus.
Voilà. Et puis de façon générale, bah, les incidents, l'industriel, il cherche à les réduire, hein. C'est pas non plus souhaitable. Et donc ça, c'est un travail permanent d'amélioration continue sur la fiabilité des équipements et la maîtrise opérationnelle. Donc formation, retour d'expérience, tous ces éléments qui concourent à améliorer la fiabilité. Donc voilà, expliqué rapidement. J'espère que j'ai tenu à peu près les 20 minutes. Peut-être avant de vous laisser la parole ou laisser le temps aux questions et aux échanges, quelques exemples d'actions engagées, donc très concrètes, alors qui sont présentés d'ailleurs sur les fiches actions du dispositif réponse. Donc Lyondell Chimie France, le site de Fos, qui s'est engagé à réduire d'au moins 20% les épisodes d'émissions de fumée noire lors des phases d'arrêt, des grands arrêts d'entretien. Je crois d'ailleurs, donc s'il y a quelqu'un du site de Fos qui peut confirmer, mais il me semble que l'année dernière, donc, ils ont pu redémarrer en ayant zéro émission à la torche, enfin zéro émission avec panache de fumée. Donc on voit qu'on peut faire des progrès si on prend le taureau par les cornes et qu'on met en place les bons processus. Nafta Chimie à la Vera s'est engagé également à réduire la quantité de gaz brûlé sur ces 2 torches, donc avec des campagnes de chasse aux fuites dont je parlais tout à l'heure, et aussi en optimisant donc les procédures de mise à disposition, les procédures de démarrage des unités. Donc ça, c'est un travail pointu de tous les instants pour voilà, réorganiser ces phases d'arrêt, de démarrage qui sont relativement complexes, qui mettent en jeu beaucoup d'équipements. Et puis Total Energy à la MED, donc qui avait redémarré il y a quelques années, 2-3 ans maintenant, ces installations donc de bioraffinerie, s'est rendu compte qu'il pouvait aussi réorganiser complètement les séquences de démarrage et réduire de façon importante les durées d'émission à la torche en important de l'hydrogène pour le démarrage plutôt qu'en attendant de produire son hydrogène in situ et ensuite démarrer le reste. Bon, alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça montre un peu et ça illustre de façon très concrète à la fois la complexité, mais aussi la possibilité, si on donne la priorité à la réduction des émissions à la torche, et ça a des inconvénients, hein, importer de l'hydrogène, ça coûte probablement beaucoup plus cher que d'utiliser l'hydrogène produit in situ, mais si on donne la priorité à ces réductions d'émissions à la torche, on a des solutions. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. On peut passer aux questions et aux échanges. Et donc là, je dois Merci rendre la Marc. main, c'est ça? Oui. Merci bien Voilà. Marc. Donc là, vous avez un panorama rapide des torches et merci pour être rentré aussi dans ces actions concrètes qui sont réalisées par les uns et par les autres. Donc pour poser vos questions, je vous propose de faire comme Daniel Moutet, de lever la main et je vous prendrai dans l'ordre où vous avez levé la main. Donc le premier, c'est Daniel Moutet. Oui, bonjour, merci Bonjour à tout le monde, je suis arrivé un poil en retard, excusez-moi. Ma première présence d'esprit dans le discours de Marc Bayard, c'est enfin on entend dire qu'on peut réduire les torches. Enfin on entend dire qu'un démarrage s'est fait sans torche. Dernièrement, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand on prend les raffineries qui étaient en grève, qui ont redémarré, ça a duré une dizaine de jours. Comesso a mis pratiquement 10 jours pour démarrer. Et 10 jours, c'est scandaleux. Scandaleux dans le sens où, oui, par moment, il couvrait la torche au lieu qu'elle crache du noir, il la couvrait avec de la vapeur, mais enfin, les particules partent quand même. Hein. Et il y a eu même un incendie sur Esso qui n'a pas été trop ébruité. Il y a quand même, franchement, de quoi encore vraiment travailler dessus ces torches parce que ça ne suffit pas de travailler un petit peu. Aujourd'hui, on s'aperçoit que oui, on peut. Hein, donc, il faudrait vraiment consacrer de l'argent et faire ce qu'il faut
pour arrêter cette hémorragie de torches à tout va. Parce que c'est bien beau dire qu'il y a un incident, qu'il y a un arrêt, qu'il y a un redémarrage, mais quand on brûle du produit comme un naphta-chimie qui n'est pas conforme et qu'on le brûle à la torche, il ne faut pas exagérer. Hein, c'est quand même scandaleux. Donc, et ça a été marqué sur comment ça s'appelle, mais ceux qui nous préviennent des torches. Allo Industrie. Allo Industrie, oui, ça a été marqué dessus. Hein, donc, ils ne peuvent pas dire que non, ce n'est pas vrai. Vraiment, vraiment, il faut encore travailler énormément pour arriver à neutraliser tout ça. Sur le démarrage des seaux, j'ai téléphoné en personne parce que j'étais dehors, je nettoyais dehors, je travaillais dehors, dans mon jardin. C'était intenable, j'arrivais plus à tenir. Tellement du bruit, bon, j'habite à 800 mètres des seaux, tellement le bruit de la vapeur était forte. Je ne pouvais plus tenir. Donc, ils se sont excusés, ils ont dit oui, on va revoir, c'est l'évaporateur. Le col de l'évaporateur peut-être qui est trop serré. Enfin, j'en sais rien quoi. Mais il faut arrêter d'emmerder les citoyens qui sont à côté. Et quand je ne parle pas de pollution, là c'est une pollution sonore, mais je ne parle pas de la pollution des retombées noires, parce que ça retombe bien à quelque part. Il ne faut pas dire que ça reste en l'air, hein, ça retombe bien à quelque part. Alors s'il y a du vent, on a la chance que ça s'en va. S'il n'y a pas de vent, eh bien, ça retourne, ça tombe autour. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci. Merci Daniel. On va laisser Marc répondre, ou tu préfères qu'on prenne plusieurs questions d'un coup? Non, il y a 3 points que je voudrais relever là, dans ce qu'a dit Daniel Moutet. Bon, on ne peut que souscrire au souhait d'avoir effectivement, comme je disais, le moins de durée de torche. Hein. Donc après, pour avoir travaillé quand même une quarantaine d'années dans l'industrie pétrochimique, je sais qu'on est malheureusement sur des procédés qui sont complexes et la maîtrise n'est pas parfaite tout le temps, même si des progrès sont réalisables. Après, je ne veux pas polémiquer sur est-ce qu'on met suffisamment d'argent ou pas suffisamment d'argent. Le propos aujourd'hui, c'est de donner des explications factuelles sur la technologie des torches. Le deuxième point, vous avez dit on couvre avec de la vapeur, mais la pollution y est. Non, justement, ce que je voulais expliquer, c'est que quand on injecte de la vapeur, c'est pour améliorer la combustion. Et donc, c'est la combustion réellement qui est améliorée, c'est-à-dire qu'on réduit la pollution. S'il n'y a pas de panache de fumée, il n'y a plus de particules. Comment? On l'a réduit. Oui, on l'a réduit, mais on l'a réduit de 95%. Voilà. Entre un gaz qui n'est pas brûlé ou mal brûlé et un gaz qui est bien brûlé, on réduit la pollution de 95%. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Hein. C'est pas... Alors je sais que dans notre jargon, dans le jargon du raffineur, on dit on va mettre de la vapeur d'effacement. Donc c'est comme si on effaçait avec une gomme les fumées. Non, mais c'est du jargon en fait. En fait, on améliore la combustion, donc c'est une technologie prouvée qui fonctionne. Et donc, quand on brûle bien, on a effectivement moins de particules et moins d'imbrûlés dans ce qui a été mis à l'atmosphère. Le troisième point, donc, c'est sur la communication naphta-chimie, produits non conformes envoyés à la torche. Non, on envoie. Alors, ils se sont mal exprimés. Enfin, c'est une maladresse flagrante de communication. Ce que je disais tout à l'heure, quand on envoie du produit à la torche, ça s'appelle du produit, c'est du produit, c'est produit. Ça a une valeur. Donc l'industriel, il ne souhaite pas envoyer sa production à la torche. Mais c'est effectivement sa production qui part à la torche à un moment donné. Effectivement, dans les phases transitoires, quand on est en train de rechercher les bons réglages, au-delà d'une certaine valeur de qualité, on n'est pas capable de récupérer le produit. C'est ce qu'on appelle une phase transitoire. Donc, c'est émis à la torche. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans les phases transitoires. Voilà. Donc, mais on n'envoie pas systématiquement du produit non conforme à la torche, parce que alors là, sinon, ce serait des pertes énormes pour les raffineurs et les pétrochimistes. Donc là aussi, c'est une maladresse en termes de communication, mais il faut bien comprendre comment les choses fonctionnent. On va peut-être prendre une autre question. Madame Gueux,
s'il vous plaît. Merci. Bonjour, donc Madame Je vous en Gueux, membre du conseil d'administration de l'association ALNP, Association pour la lutte contre les nuisances et pollutions du bassin de Gardanne-Mereuil. Moi, je voulais juste c'est juste une petite question. On m'a dit récemment que quand les torchères fonctionnaient, démarraient, on va dire, il y avait des vibrations. Donc là, je viens d'entendre de la part de Monsieur Moutet qu'il y avait énormément de bruit. Et là, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de vibration. Donc, je voulais savoir si c'était réel, si c'était vraiment un phénomène naturel du fait de l'activité ou si c'était en fait faux, erroné. Merci. Alors, ce n'est pas systématique, mais il peut y avoir effectivement un phénomène vibratoire. Donc, du fait de l'afflux de gaz et de l'injection de vapeur, on peut effectivement, alors il y a la génération de bruit, mais ça peut aussi générer des vibrations, pas une onde de choc, parce que c'est trop violent de parler d'onde de choc, mais des vibrations de l'air. Et dans le passé, on avait beaucoup ce genre de phénomène, mais comme je disais, les nez de torche évoluent, et il y a un travail qui est fait là-dessus, justement, pour éviter d'avoir ces phénomènes. Ceci étant, la difficulté, c'est que ce n'est pas un appareil qui fonctionne avec toujours le même régime. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des débits faibles, des débits moyens, des débits très forts, des afflux de gaz qui sont brutaux et rapides. Et donc, en phénomène transitoire, on peut effectivement avoir voilà, des bruits plus forts à certains moments et voir ces phénomènes vibratoires. Mais ce n'est pas permanent. C'est heureusement. Monsieur Angèle? Monsieur Angèle, vous aviez une question, je crois. Angeletti, pardon. Ça, c'était. D'accord. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai pas mal de petites questions, si vous voulez bien répondre au cours. Au niveau des torches, c'est en évacuation par surpression ou il y a un pompage? Non, c'est uniquement par surpression. Il n'y a pas de compresseur qui… non, si on met un compresseur, c'est pour éviter d'envoyer la torche. La torche, justement, récupère les gaz qui sont sans pression. D'accord, merci. Vous avez indiqué pendant votre présentation que vous faisiez un suivi de torche. C'est-à-dire, est-ce que vous faites un suivi au niveau de molécules organiques, d'éléments chimiques? Quel type de suivi il y a dessus? Qu'est-ce que vous analysez? Est-ce que pour vous analyser, par exemple, qu'il y a c'est de l'éthylène qui est brûlé? Est-ce que vous analysez qu'il y a du plomb dans les vapeurs? Qu'est-ce qui est analysé? Alors, en général, l'industriel, il sait ce qu'il envoie à la torche parce que c'est en fonction des produits qu'il a et suivant la source de l'émission à la torche, il sait quel est le type de produit qu'il envoie, quelles sont les molécules qu'il envoie. Il n'y a pas à ma connaissance, ou ce n'est pas général du moins, des analyseurs précis pour analyser la composition des gaz qui sont envoyés à la torche. D'accord. Est-ce que vous faites des mesures forcément tous ces éléments, il y a des retombées au niveau du sol. Est-ce que vous faites un suivi de l'impact que toutes ces retombées pourraient avoir au niveau du sol? Alors, est-ce qu'il y a des analyses de sol qui sont faites près des sites? Pas spécifiquement pour les retombées liées aux torches. En fait, ça rentre dans la surveillance environnementale générale qui est faite. Il faut savoir que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les émissions chroniques, qui sont parfois moins visibles par les cheminées ou autres, sont, je dirais, plus importantes. Et les émissions à la torche, comme elles ne sont pas continues, hein, c'est juste sporadique. Je citais un chiffre que cite Atmosud habituellement, qui dit que voilà, ça représente à peu près 10% des émissions, donc les émissions à la torche, par rapport aux émissions chroniques. Donc c'est pas… Voilà, et la surveillance environnementale, elle est faite
sur l'ensemble. Donc, ce qui compte, c'est la qualité de l'air que respirent les citoyens. Et donc, le réseau de capteurs qui est installé, qui est géré par Atmosud, par exemple, permet d'avoir une appréhension précise donc, de la qualité de l'air, qui est une résultante de l'ensemble des émissions, qui ne sont pas d'ailleurs que industrielles, hein, parce qu'il peut y en avoir d'autres. Il y a le trafic routier, il y a un ensemble de choses. Donc, c'est cet ensemble-là qui doit être surveillé. D'accord. Au niveau législatif, est-ce qu'il y a un nombre d'aléas accidentels défini par an au niveau législatif? C'est-à-dire que, par exemple, vous avez droit à 10 événements extrêmes dans l'année où il n'y a pas de réglementation? Est-ce que vous comprenez ma question? De façon très générale, parce que la réglementation elle est quand même très complète et très complexe, mais de façon générale, la réglementation impose un grand nombre de moyens préventifs hein, par rapport au risque industriel d'une part, hein, à la sécurité, et par rapport au risque environnemental. Mais elle ne définit pas un nombre d'accidents auxquels l'industriel aurait droit. C'est pas sous cette forme-là que ça apparaît. C'est sur les moyens pour justement éviter les incidents. Les industriels sont tenus de faire ce qu'on appelle des études de danger qui mettent en évidence les cas, les risques ou les cas qui peuvent se produire. Et en fonction du résultat de ces études, le législateur peut imposer des mesures additionnelles en disant, voilà, il faut réduire, pour limiter l'occurrence de ce type d'incident, il faut augmenter, rajouter des systèmes de sécurité, sécuriser des équipements, modifier la technologie. Donc, il y a tout un ensemble de choses possibles à faire. C'est comme ça qu'on travaille. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Monsieur, je crois que c'est Monsieur Abrial. Ah, on ne vous entend pas. Il faut Le mettre micro votre est micro. fermé. Vous m'entendez là? Tout à fait, Oui. c'est bon. Voilà. Bonjour, c'est Robert Abrial. Donc moi, j'aurais un petit commentaire et une question derrière. Donc, on sait que dans ces raffineries, il y a des produits qui sont très difficilement récupérables et stockables, comme l'éthylène. Donc, pendant toutes les phases transitoires, quand ces produits ne sont pas aux spécifications, ils sont en général torchés parce qu'on ne peut pas les stocker. Donc, quand on dit qu'on torche des produits volontairement, je pense qu'il ne faut pas le nier, c'est la vérité. Ma deuxième question, ma question après ce petit commentaire, est-ce que le nombre d'incidents sur certains sites, parce qu'on voit que, pour ne pas le citer, Naftachimie a un nombre conséquent de torchages et d'incidents qu'on va qualifier de majeurs dans l'année, n'est quand même pas un signe de manque de suivi, de manque de procédure, d'une problématique récurrente qui peut générer un incident plus grave à terme. Merci bien. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'Adréal sur ce webinaire, mais il y a un point qu'on réclame depuis quelques années maintenant, c'est d'avoir une statistique objective sur les durées d'émissions à la torche des industriels, et notamment des émissions avec panache de fumée, pour objectiver justement ce qui se passe en termes de durée d'émission à la torche. Parce que ça, moi, je l'ai constaté au cours de mes longues années de carrière, c'est que il y a des périodes d'accalmie et il y a des périodes où il y a des successions d'incidents. Bon, ça marche souvent comme ça. Et on a toujours tendance à dire il y en a plus qu'avant. Dès qu'il y a des incidents, il y en a plus qu'avant. Et on a du mal à avoir un chiffre parfaitement objectif. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 30 ans, quand Naftachimie démarrait, il y avait 15 jours de fumée noire continue. Et aujourd'hui, c'est réduit à quelques heures. Donc, il y a des progrès qui ont été faits.
Voilà, donc je pense que c'est important d'objectiver parce que ça nous permettra effectivement de pouvoir suivre dans la durée s'il y a des améliorations. Et si pour certains sites, il n'y a pas d'amélioration, bah, ça mettra la pression sur le site pour dire oui, s'il y a des problèmes particuliers, bah, qu'est-ce qu'on fait pour les régler et, Ah, Marc, ça a coupé? Ah, Marc, tu nous as lâché, je crois. est-ce que je vous ai perdu? Oui, c'est bon, t'as retrouvé. Ah, ok. J'ai eu une période d'écran figé là. Donc, tu disais mettre la pression sur certains avec cette comptabilité qui serait Oui, harmonisée sur l'ensemble du pourtour. objectiver, ça permet d'effectivement de pouvoir mesurer s'il y a des progrès. Et s'il n'y a pas de progrès ou si ponctuellement il y a une dégradation sur certains sites, bah, ça mettra effectivement l'accent et la pression. Mais voilà, sur les problématiques du site ou les progrès qui sont nécessaires à réaliser. Je pense qu'il faut être précis maintenant parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a des événements, on a tendance à dire bah, il y en a plus qu'avant. Mais non, enfin, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. D'accord. Monsieur Patrick Mauboul. Votre micro. Oui, bonjour. Merci. Oui, bonjour, c'est Patrick Mouboulès. Alors, je suis un peu extérieur à votre discussion, mais pas trop quand même. Je fais partie de la CEPANSO 64, du groupe de travail sur le bassin de lac, où effectivement, on a une problématique assez importante concernant les torches. Alors, votre présentation, elle est très, très intéressante. Mais il y a une réalité aujourd'hui qui fait que jusqu'il y a quelques années, les torches étaient essentiellement des éléments de sécurité. Et aujourd'hui, on se rend compte dans pas mal d'arrêtés préfectoraux que les torches rentrent dans les process. Et ce qui fait que dans des arrêtés préfectoraux, par exemple, qui ont été faits dans le département, il y a des entreprises qui ont des autorisations de torchage. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise comme Lubrizol a obtenu 6 mois de torchage. Donc, ce qui est un changement total de fonctionnement du torchage. Parce que pour nous, enfin, en tant qu'association, pour nous, effectivement, les torches ne doivent rester que des éléments de sécurité. Parce qu'on se rend compte très souvent, contrairement à ce que vous disiez, les industriels, à un moment donné, préfèrent perdre à la torche un peu de leur production pour continuer à produire. C'est ce qui s'est passé chez Sanofi, c'est ce qui s'est passé chez d'autres industriels. Et le problème du torchage, ce n'est pas le torchage en lui-même, c'est le fait qu'il y a un rejet des gaz sur le site, parce que, enfin, vous ne l'avez pas signalé, mais le torchage, par définition, c'est une combustion incomplète. Aujourd'hui, suivant les gaz que vous mettez à la torche, étant donné que l'ensemble n'est pas, pour des raisons que vous connaissez, n'est pas brûlé, ces gaz-là partent à l'atmosphère. Alors, vous avez parlé effectivement de rejet de CO2, etc., mais il y a aussi tous les gaz qui sont présents dans les raffineries, dans les industries chimiques, qui sont rejetés à la torche pour partie. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas quantifier les parties qui sont rejetées aux torches. Ça, on ne le sait pas, puisque c'est pas techniquement aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qui sort en tête de torche. Donc, le problème, c'est qu'on connaît les gaz d'accès, mais pas les gaz de sortie. Alors, effectivement, il y a du CO2, ce qui est déjà un problème. Et puis, après, il y avait une chose où vous disiez effectivement qu'il y a eu des améliorations, heureusement, qu'il y a eu des améliorations, bien sûr. Mais aujourd'hui, autant peut-être il y a 20-30 ans, pour une partie de la population, il était acceptable qu'il y ait des torches qui rejettent, etc. Aujourd'hui, il y a des améliorations, mais le peu ou ce qui est rejeté n'est plus acceptable pour les populations. Donc aujourd'hui, oui, comment, alors je ne sais pas sur l'étang de Berre si les torches sont rentrées comme un élément de process et non plus comme un élément simplement de sécurité.
C'était une On va laisser question. M. Bayard répondre. Merci Alors, pour cet éclairage du 300 mètres. Je suis très surpris parce que la réglementation nationale est très très claire et ça fait au moins 30 ans, si ce n'est pas plus. Le torchage dit économique est formellement interdit. Ce qu'on appelle torchage économique, c'est un petit peu ce que vous sembliez dire, c'est que on enverrait une partie, on brûlerait une partie pour permettre de continuer à produire sur une autre partie. De toute façon, compte tenu des prix, des valeurs des hydrocarbures aujourd'hui, ce serait une aberration. Mais depuis plusieurs décennies, en France, ce type de torchage continu ou dit économique est formellement interdit. Pour exemple, c'est ce qui peut se passer encore sur des puits en Arabie Saoudite, où le gaz n'est pas forcément facile à récupérer. On exploite du pétrole, et dans un puits de pétrole, il y a tout un mélange, il y a aussi du gaz. Le gaz n'est pas forcément récupéré, donc il est brûlé en permanence. Ce qui est une aberration écologique aujourd'hui, et on espère tous que ça se fera de moins en moins et que ce gaz pourra aussi être récupéré. Mais bon, en France, c'est absolument interdit. Donc, je ne vois pas ce que vous appelez. Voilà, je ne connais pas du tout ce type de réglementation ou d'arrêté préfectoral dont vous parlez. Je vous propose qu'on passe, il reste 10 minutes, on va passer aux dernières questions. Donc, Madame Agar. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, merci. Eliabelle Agar, Aix-Marseille Université, merci pour votre présentation. J'avais une question sur la question des incidents d'exploitation. Vous avez évoqué des facteurs d'incidents qui étaient la hausse de la température soudaine et aussi vous avez parlé de coupure d'électricité. On sait que ces événements-là, ce sont des choses vers lesquelles on se dirige. Du coup, ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura de plus en plus d'incidents et à partir de quel moment on va passer de l'incident d'exploitation vers une exploitation normale. Quelle est la frontière pour parler d'incident d'exploitation ou d'exploitation normale? Un incident d'exploitation, c'est quand on a un événement indésirable, imprévu. L'exploitation normale, par exemple, on doit mettre à disposition une partie d'installation pour faire de la maintenance. Ça, c'est de l'exploitation normale. Donc, on peut l'anticiper, on la planifie et on peut étudier donc la façon de faire cette mise à disposition en ayant l'impact le plus faible possible en termes d'émissions à la torche. Sur un incident, on a une machine qui tombe en panne. Alors, j'évoquais l'histoire de température, de montée de température extérieure. C'est un petit peu gros aujourd'hui. Effectivement, on sait que quand il fait chaud l'été, on va avoir. Donc, on a des systèmes automatiques où on appréhende la régulation du système de réfrigération, etc. Où on baisse le flux pour ne pas dépasser la capacité de réfrigération. Donc, c'est des choses qu'on sait faire, effectivement. Donc, c'était juste un petit peu un cas d'école pour expliquer pourquoi, dans certains cas, on peut avoir ce type d'émission donc, en termes d'incidents de fonctionnement. Le cas de la coupure d'électricité, j'espère que ce n'est pas des cas qui vont être de plus en plus fréquents. Il n'y a aucune raison. Le dernier cas que j'ai en tête, c'était il y a 2 ans, je crois, sur la Véra. Il y a eu un incendie important sur la côte bleue. Et les Canadair, donc, quand ils déchargent leur eau, il y a des risques importants sur les lignes haute tension. Donc, on a dû couper brutalement RTE a dû couper brutalement les lignes haute tension et a coupé l'alimentation du site. Donc ça, c'est quasiment imprévisible et on ne peut pas dire qu'il y en aura de plus en plus. Enfin, je ne pense pas. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à votre question, mais je ne crois pas qu'on se dirige vers plus de ce type d'incident. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas et même si on fait tout pour améliorer la fiabilité des équipements, on doit s'en prémunir. Alors, comme disait quelqu'un, la torche est un organe de sécurité. Alors justement, c'est pour faire face à la mise en sécurité des installations quand il y a
un cas comme ça, impromptu, imprévu et majeur qui se présente. Merci. J'ai répondu à votre Monsieur question. Albert. Pardon, Madame Agar, donc est-ce que la réponse, est-ce que vous avez eu la réponse à votre question? Oui, oui. Merci. C'est un petit oui, bon, il faudra qu'on en Oui, parle. les coupures d'électricité, c'est ce qu'on nous annonce pour l'hiver qui arrive. Ah oui, non, mais alors ça c'est différent parce que c'est des coupures prévisibles. Si on dit à l'industriel ce soir ou demain il y aura des coupures d'électricité, prenez vos précautions, à ce moment-là il va prendre ses précautions. Et il arrêtera, il réduira sa consommation d'électricité. Enfin, voilà, il y a des mesures qui sont prévues. Et les gros consommateurs d'électricité, d'ailleurs, ont des dispositifs tout à fait organisés avec les fournisseurs d'électricité pour se mettre en effacement au moment des heures de pointe. Donc ça, c'est géré. Tout ce qui est planifié peut être bien géré et éviter et ne pas produire d'incidents, justement. Merci, la précision était nécessaire. Monsieur Albert, Oui, votre bonjour. question, s'il vous plaît. Voilà. Oui, non, c'était par rapport à ce qu'avait dit monsieur, tout à l'heure, j'ai oublié son nom, Bayard, qui se demandait s'il y avait des quantifications pour connaître l'état des émissions par industriel. Mais je crois qu'il y a un registre, notamment un registre des émissions des principaux polluants par les principaux émetteurs de polluants, c'est l'IREP. Oui, non, mais je ne parlais pas de ça, bien sûr. Ah, Bien sûr, d'accord. l'IREP, c'est l'ensemble des émissions qui sont déclarées et qui sont surveillées par la DREAL. Là, je parlais des émissions à la torche, c'est-à-dire des heures de torchage, où la flamme est visible, et des heures où il y a de la fumée qui est visible. Donc l'industriel doit les déclarer, mais on n'a pas aujourd'hui de retour, de registre, de statistiques qui nous dit à quel niveau on est, est-ce que c'est un niveau qui est en augmentation par rapport aux années passées ou est-ce qu'il est en diminution? Et D'accord. je pense qu'on a besoin d'avoir quelque chose de parfaitement objectif parce que sinon c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Voilà, il y en a Tachny qui a eu une série d'incidents où il y a 2 ans c'était le site de Berre et émotionnellement on dit bah il y a beaucoup plus d'incidents que dans le passé, ça ne peut pas durer, etc. Bon, malheureusement, il y a des périodes effectivement où il y a des successions d'incidents, mais je crois qu'il faut regarder sur le temps long. Est-ce qu'il y a des progrès tangibles? Moi, je suis persuadé qu'il y en a. Maintenant, il faut que le chiffre soit objectivé. J'entends bien, j'entends bien. Merci. Et la dernière question vous revient, Monsieur Abrial. Merci. Ma dernière question, vous avez très bien expliqué que l'injection de vapeur permet une meilleure combustion des gaz et donc beaucoup moins de pollution. Par contre, l'inconvénient, et M. Moutet l'a évoqué, c'est le bruit. Or, on sait qu'à certaines époques, ma question c'est est-ce que c'est toujours le cas, les industriels prenaient l'option souvent d'arrêter, de baisser, voire d'arrêter la vapeur la nuit pour justement ne pas avoir cette pollution sonore qui est très, très importante pour les riverains et les panaches noirs de torches ne se voyant pas la nuit, les plaintes étaient ainsi diminuées, mais pas la pollution. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des contrôles de ce type-là qui sont faits ou est-ce que c'est des pratiques qui sont toujours courantes? Alors, je sais pas vraiment répondre. Enfin, je pense pas que ce soit une pratique courante. C'est un point qui peut-être mérite d'être sur lequel on mériterait de mieux légiférer pour qu'il n'y ait pas ces ambiguïtés. Il est clair que l'injection de vapeur génère du bruit. Là encore, il y a du travail qui est fait sur la technologie des torches pour que ça génère le moins de bruit possible. Un point qui est clair, c'est que l'industriel doit baisser le niveau d'injection, ne pas se mettre au maximum d'injection de vapeur si ce n'est pas nécessaire. Donc il doit se mettre à la limite d'apparition de la fumée. Voilà. Pour faire le meilleur compromis entre
qualité de combustion et bruit. Maintenant, l'histoire de ouais, la nuit, on réduit le bruit et on ne voit pas la fumée, je pense, enfin, éthiquement, c'est pas acceptable et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc, peut-on légiférer là-dessus? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas sain non plus d'avoir ce genre de rumeurs qui traînent, quoi. Parce que si c'est effectivement des pratiques, j'ose espérer que non, ce n'est pas souhaitable. Parce que la première chose, c'est quand même de limiter la pollution de l'air, hein. On travaille sur la qualité de l'air. Bon, le bruit aussi. Mais après, entre deux mots, lequel le moindre choisir, je ne sais pas. Il y avait une question aussi dans le chat, donc qui sera vraiment l'ultime question. Donc, je la lis. C'est une récente étude portant sur le torchage du gaz naturel provenant de puits aux États-Unis rapporte que certaines colonnes de brûlage présentant des signes d'usure peuvent avoir un taux d'efficacité de 60% contre 98% normalement. Est-ce que de telles baisses de rendement s'appliquent également aux exploitations de l'étang de Berre dans le cas de torchères vieillissantes? Sinon, quelle fourchette de taux d'efficacité? Bon, là, c'est très technique, là. C'est très technique. C'est compliqué de répondre parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un régime stable non plus. Donc, les taux de conversion qui sont donnés par les constructeurs sur les torches sont de l'ordre de, je sais pas, 99%. Enfin, quand on est à laboratoire, on sait toujours faire les choses parfaitement. Après, dans les conditions réelles, on n'est pas forcément dans des conditions idéales. Je pense qu'il y a certains industriels qui font quelques études. Je pense que l'Adréal leur a demandé aussi de travailler sur ces taux de conversion, mais je n'ai pas de réponse beaucoup plus précise à vous donner. Très bien. Ben, merci bien. Il est 14h29. Ça, c'est top. Et donc, merci à tous. Merci beaucoup à Marc Bayard, donc, qui était aujourd'hui le représentant du Collège industriel, qui est donc pour cette présentation dans le cadre du Café Réponse. Et je vous invite donc au prochain Café Réponse qui aura lieu le dernier mardi du mois de janvier, puisque en décembre, il y a des vacances. Et il portera sur l'Observatoire régional de santé et les outils qu'il développe pour mieux connaître la santé sur notre territoire. Excusez-moi. Merci à tous, merci de votre participation. Oui, et dans le chat, dans la conversation, 2 secondes s'il vous plaît, dans la conversation, il y a Shirley a envoyé un questionnaire sur Forms, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis ou si vous avez des propositions de sujet. J'ai entendu une petite question. Oui, juste une demande. Est-ce qu'on pourrait avoir les documents que vous avez présentés? Parce qu'ils sont très intéressants et ce serait les PowerPoint que vous avez présentés, si on pouvait les avoir. Moi, je pense que oui, j'ai pas vu qui a parlé en fait. Oui, c'est M. Moboulès Patrick de CEPANSO 64. D'accord. Alors, il y a le webinaire qui sera donc mis en ligne sur YouTube, sur la chaîne SPI France. Le film est disponible sur la partie sur le réponse et là, Shirley vous envoie le lien également dans le chat. Voilà. Et vous avez tout déjà, normalement. Et sur le site Dispositif Réponse, vous avez un document d'une dizaine de pages qui reprend un petit peu l'ensemble des points que j'ai exposés de façon synthétique, hein. Donc, vous avez un document complet sur l'explication du fonctionnement des torches. Merci beaucoup. Merci à vous et on est ravis de voir que vous êtes intéressés, même si vous êtes loin de nous. Oui, on merci a les mêmes beaucoup, problèmes, merci donc. à tous. Et donc, on se retrouve le dernier mardi du mois de janvier. Avec plaisir. Ok, au revoir tout le monde.